Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Et la première actualité, c'est que je suis malade. J'ai attrapé un rhume. Donc si vous entendez un bruit dans ma bouche, c'est ma pastille pour la gorge que j'ai juste ici, parce que je suis réellement malade et que voilà, je sens ma voix un peu s'éteindre. Donc je vais essayer de faire court et concis pour ce Texama Show, mais nous avons pas mal de news. Nvidia qui a baissé le prix des RTX 4000 de 5%. Vous avez aussi la 4070 Ti qui va arriver, qui était la 4092 Go, évidemment. Des news au niveau processeur, des news au niveau des robots qui vont pouvoir nous tuer. C'est génial. Franchement, il y a des bonnes news cette semaine-ci. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que la ville de San Francisco a autorisé la police à déployer des robots armés afin de neutraliser des suspects. Alors, j'utilise ce terme-là pour rester un petit peu vague, mais je pense que vous pouvez le lire selon le titre. Ça peut aller encore plus loin. J'évite de le dire parce que YouTube pourrait littéralement démonétiser cette vidéo, mais je pense que c'est quand même une news assez importante en réalité, parce que c'est la première fois qu'il y a une force de police qui est autorisée à utiliser ce genre de robot. Aussi, un truc que les gens imaginent directement, c'est Robocop ou juste des robots qui vont et qui utilisent des armes sur les gens. C'est en réalité pas vraiment à ce point-là pour le moment. C'est plus des robots contrôlés à distance. Donc, c'est pas des vrais robots comme certaines personnes le considéreraient. Plus justement des drones, par exemple, qui pourraient, si vous avez une personne retranchée et que c'est trop dangereux d'envoyer une équipe pour le sortir de là, eh bien, il pourra envoyer un robot tout simplement. Et aussi, ce qui précise, c'est qu'eux, ils veulent plus utiliser des techniques pour neutraliser la personne. Donc peut-être quelque chose pour le faire s'évanouir ou ce genre de choses. Après, évidemment, le truc, c'est qu'avec ce genre de décision, c'est que dès que la porte est même un petit peu entrouverte, tant qu'elle est entrouverte, autant l'ouvrir à fond, en fait. Donc, ça va mener certainement plus tard à de véritables robots policiers, en fait. Et ça fait extrêmement peur. Imaginez un monde où vous, en fait, vous êtes en train de conduire, hein, vous vous faites arrêter par la police, et en fait, c'est un robot. Genre, il n'y a personne, en fait. Et c'est un robot qui va juste peut-être réagir selon un code prédéfini. Donc, normalement, dans la plupart des cas, ça irait parce qu'il va juste suivre la loi. Mais imaginons un autre cas où quelqu'un l'a reprogrammé pour qu'il ne suive pas la loi, ou peut-être que votre pays a décidé que maintenant la loi c'était que en fait vous faites plein de choses illégales. Et là, oui, on en arrive à une situation assez effrayante. Donc, personnellement, je trouve ça inquiétant qu'une force de police soit donnée une telle autorisation. Après, encore une fois, ce n'est pas des vrais robots, c'est plus des drones contrôlés à distance, mais qu'il y a toujours un être humain derrière qui prend la décision. Mais quand même, c'est assez problématique et j'espère pas que ça devienne normal en fait. Mais j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus normal dans pas mal de pays. C'est sûr et certain que certains pays, s'ils ils ont la possibilité d'avoir des drones ou des robots intelligents qui vraiment se contrôlent d'eux-mêmes, qui peuvent contrôler par exemple des émeutes, des démonstrations de personnes et tout ça, vous inquiétez pas qu'ils les utiliseront. Et ça, c'est assez effrayant quand même. Après, je reste plutôt dans l'aspect technologique ici. C'est un peu quand même mon avis. Et certaines personnes pourraient voir ça comme un avis politique, mais c'est juste que c'est mon avis en tant que personne qui s'y connaît en informatique. Et je peux vous dire que c'est comme quand ils disent «Oh, vous n'avez pas besoin de chiffrement de données parce que si vous chiffrez vos données, c'est que vous voulez cacher quelque chose en fait. Donc si vous faites quelque chose d'illégal déjà. Mais en fait non, c'est juste que on part du principe qu'il y aura une personne qui va mal utiliser les choses, même s'il n'y a que la police qui a accès au fait de déchiffrer les données facilement pour peut-être arrêter des personnes dangereuses. Il y aura toujours une personne à la police qui va pas l'utiliser pour arrêter une personne dangereuse, qui va le faire parce que il respecte pas les règles en fait. Il va peut-être le faire pour traquer sa compagne ou son compagnon ou ce genre de choses. Et ça, c'est assez effrayant. Et du coup, c'est un petit peu la même chose ici. Qu'est-ce qui empêcherait un policier qui aurait peut-être pété un câble de juste utiliser un de ces robots et faire un crime avec? Ça pourrait arriver totalement. Donc, c'est ça en fait qui est effrayant, selon moi. C'est que même s'il y a des règles en place, vous dites «Oh, mais c'est juste pour ça», il y aura toujours pour quelqu'un pour l'exploiter derrière. C'est la même chose avec un robot, que ce soit même le chiffrement de données ou ce genre de choses. Donc, yep. Personnellement, je pense que, encore une fois, il faut pas ouvrir la porte parce que même si vous l'en trouvez un tout petit peu, il y a quelqu'un qui va mettre son pied qui va ah! Maintenant la porte elle est grande ouverte. Ensuite, passons à une news plus joyeuse avec le fait que Eufy, la compagnie de caméras
fait notamment des caméras aussi avec une sonnette à l'avant de la maison, chose que j'ai acheté personnellement, a une énorme faille de sécurité. Ou en réalité, c'est pas une faille de sécurité, c'est plutôt que c'est facile de casser leur sécurité. Alors, il y a deux parties à cette histoire, donc il faut bien le comprendre. La première partie, c'est le fait que Eufy, il faut le savoir, ont une base que vous avez à la maison avec. Vous pouvez mettre un disque dur. Et du coup, la grosse truc avec Eufy, c'est qu'ils disent que toutes vos données sont gardées chez vous et ne sont pas sauvegardées sur le cloud. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose qui a attiré pas mal de gens parce qu'il n'y a pas d'abonnement et au moins, vous avez le contrôle de vos données. C'est réellement une bonne chose à faire. Mais vous avez comme des fonctionnalités en ligne, en fait, avec ces caméras. Par exemple, moi, comme je dis, j'en ai acheté une, juste la sonnette à l'avant de la maison. Eh bien, si quelqu'un sonne, je vais avoir une petite image, je vais avoir une notification avec une petite image de la personne qui a sonné. Et ce, partout dans le monde. Donc, même si je suis en France, même pas sur mon Wi-Fi, je vais recevoir ça. Et du coup, pour avoir cette image, elle doit passer par le web. Forcément. Elle ne vient pas directement de chez vous. En fait, elle est hébergée sur un serveur de Eufy. Donc ça, c'était le premier truc, c'est que des rechercheurs en sécurité avaient déjà trouvé ce problème-là, ou plutôt le fait que Eufy garantit que tout est gardé au niveau local, mais en réalité, il y a des images qui sont quand même envoyées sur un serveur. Donc ça, c'était le premier problème. Et du coup, Eufy a dit que ils avaient basiquement, c'était plus un problème de compréhension avec leur fonctionnalité cloud, que vous pouvez désactiver d'ailleurs. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu de la publicité mensongère alors, parce que ils disent que toutes les données sont gardées en local. Sur le site, c'est partout, si vous allez voir. Et pourtant, ce n'est pas entièrement gardé en local. Et le truc aussi, c'est que faire un système de notification avec une image comme ça, ils auraient pu le faire d'une manière à ce que ce soit seulement local, en fait. Ils auraient pu faire en sorte que, en fait, l'image vienne réellement de chez vous et que, en fait, quand vous la voyez, elle a été téléchargée chez vous et n'est jamais passée par un serveur Eufy. Ils pourraient le faire. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème que Eufy n'a pas adressé, parce qu'ils ont ils ont mis un mot comme quoi ils avaient dit que les rechercheurs en sécurité avaient fait des mauvaises allégations et que, basiquement, ils ne disaient pas la vérité et qu'ils allaient investiguer plus derrière. Mais la deuxième partie assez importante avec cette histoire-là, c'est qu'en fait, vous pouvez récupérer assez facilement l'URL de streaming d'une des caméras. Donc souvent, ce genre de caméras que vous mettez de sécurité, ce sont des caméras IP, comme on dit. Donc en fait, elles ont un flux vidéo qu'elles streament comme ça. Et si vous mettez la bonne URL, souvent l'URL locale, vous pouvez accéder à ce stream et juste le regarder en fait. Donc ça vous permet de voir ce qui se passe sur la caméra. Sauf que là, l'URL était accessible depuis même l'extérieur en fait. Parce que, encore une fois, il y a des fonctionnalités cloud qui fait qu'on peut accéder à ces caméras depuis l'extérieur. Et du coup, apparemment, c'est pas très compliqué de trouver ces URL et la sécurité derrière n'est pas très importante. Et du coup, c'est très facile de pouvoir récupérer et de regarder les flux de caméras de certaines personnes. Alors, si vous avez une caméra avec une sonnette, vous allez juste voir l'extérieur si vous récupérez une URL d'une personne comme ça. Mais il y a des personnes qui ont des caméras comme ça, Eufy, où ça ne va pas à l'extérieur. La caméra est à l'intérieur de la maison. Donc, ils pourraient, par exemple, voir ce que les personnes font dans leur baraque. Et donc là, c'est un énorme problème. Donc, quoi qu'il arrive, évidemment, Eufy indique que, selon eux, il n'y a aucun problème. C'est plus que des fonctionnalités cloud ont été mal expliquées. Mais en attendant, moi, je vous dirais déjà de désactiver les fonctionnalités cloud de votre caméra Eufy si vous en avez une, surtout si vous en avez une qui donne à l'intérieur de votre maison. Parce que moi, c'est celle qui donne à l'extérieur. Donc, je veux dire, c'est l'extérieur. Oh, une route! Nice! Mais quand même, pour ceux qui ne voudraient pas ça, évidemment, là, je vous dirais de désactiver tout de suite en attendant qu'il fasse un fixe. Ensuite, nous avons eu un leak d'un benchmark pour une première puce M2 Max de chez Apple. Donc, évidemment, Apple a sorti il y a quelque temps les puces M2 et forcément, les gens se demandaient « Hey, quand on va avoir des puces M2 Pro, M2 Max dans des versions plus pro justement de leur MacBook ?» Même s'ils ont sorti évidemment un MacBook Pro 13 pouces, c'est pas forcément un ordinateur très pro, on va dire. Et donc, ce serait utilisé dans les 14 et 16 pouces ici. Donc,
Ce leak est dû au fait que quelqu'un chez apparemment Apple aurait utilisé Geekbench et Geekbench 5 par défaut envoie les résultats en ligne. Donc si vous ne désactivez pas ou si vous ne faites pas tourner sur une machine qui est déconnectée d'Internet, ça va envoyer les résultats en ligne. Et donc ça envoie les résultats de test du processeur. Et selon les scores, on sera à 1853 en single core et 13 855 sur le multicœur. Et ce serait du coup, au final, des résultats qui vous donneraient un boost de 6% en monocœur et 11% en multicœur par rapport à l'ancienne puce M1 Max. Ce qui en réalité n'est pas si loin de ce qu'on a vu entre les puces M1 et les puces M2. Donc en fait, c'est fort probable que ce soit des résultats assez legit. Le truc, c'est que Apple n'a pas vraiment de concurrent avec ses MacBooks. Vraiment. Il n'existe rien de similaire en fait. Le seul truc qui serait un peu similaire en termes de batterie et d'aspect un peu portabilité, ce serait éventuellement par exemple la Galaxy Tab S8 Ultra, qui est une tablette de 14 pouces, qui a un Snapdragon dedans, et du coup vous pouvez l'utiliser un peu plus comme un ordinateur, surtout en mode DeX. C'est le seul truc qui s'en rapprocherait, mais en plus même pas vraiment, parce que là, ces puces M1 font tourner l'entièreté de macOS. Donc vous avez toujours des applications professionnelles, genre vraiment professionnelles, genre Photoshop full, vous avez Adobe Premiere, vous avez DaVinci Resolve, vous avez des logiciels qui sont utilisés de manière professionnelle tous les jours. Et vous pouvez les faire tourner sur ce genre d'appareil. Nativement d'ailleurs, c'est des versions natives qui sont sorties depuis le temps. Donc, ils n'ont pas vraiment de concurrents. Donc, le truc, c'est que si vous n'avez pas de concurrent, à quoi ça sert de juste vous mettre la misère en fait? À quoi ça sert de sortir un processeur 2 fois plus puissant par rapport à vous-même? C'est un peu comme Intel, quand ils n'avaient aucune concurrence de la part d'AMD, bah, ils faisaient 10%, 10% en plus chaque année. Et comme ça justifiait à certaines personnes de faire l'upgrade. Et puis, comme ça, ils pouvaient dire qu'ils ont sorti le meilleur processeur. Et c'est un peu comme Apple. Le nouvel iPhone est le meilleur iPhone. C'est exactement ça, en fait. Même s'il est juste 6% plus puissant, c'est le nouveau meilleur. Donc, c'est justifié. Donc, ouais, pas très étonnant. Maintenant, un truc quand même, que là où les puces M1 même ont du mal, c'est au niveau GPU. Là, Apple a vraiment un retard par rapport à un ordinateur Windows moderne, où vous pourriez avoir une puce graphique bien plus puissante. Et face à un PC fixe, ben là, c'est encore pire, parce que là, vous avez des puces fixes au niveau PC fixe qui, du coup, ont beaucoup plus de puissance GPU. Et donc là, Apple a un énorme retard. Donc j'espère pour eux que, même si le CPU n'a augmenté que 6%, j'espère que le GPU, par contre, lui, il a bien plus augmenté, parce que c'est là où ils en ont le plus besoin. En parlant de GPU, nous avons un test de la NVIDIA RTX 3060 qui a été fait. C'est la version 8 Go, justement, qu'on avait vu là quelques temps, et que vous avez dit que c'était une honte, selon moi, qu'NVIDIA fasse ça. Eh bien, vous allez voir, c'est encore plus une honte, parce que Hardware Unbox l'a testé. Excellente chaîne, qui sont basées en Australie d'ailleurs. Je vous conseille fortement de la regarder. Et comme ils ont vu dans leur test, cette carte graphique est réellement moins puissante que la 3060 normale. Elle est même jusqu'à, du coup, environ 17% moins puissante en moyenne dans pas mal de jeux. Donc là, comme vous pouvez voir, en 1440p, vous auriez normalement un FPS de 79, et bien là, vous passez à 67. Et puis en 1080p, qui est plus une résolution pour cette carte, pour la plupart des gens, je pense, vous passez de 110 FPS de moyenne à 94. C'est une énorme différence. Là, du coup, cette 3060 8 Go, qui normalement avec 12 Go concurrencerait une 6600 XT, maintenant n'arrive même plus à concurrencer une RX 6600 et est à peine au-dessus d'une RTX 3050. Donc ça veut dire qu'il est fort probable qu'elle soit au même niveau qu'une RTX 2060. Ils l'ont pas mis dans leur test, mais à mon avis, oui. Si vous testez une RTX 2060, elle doit pas être très loin. Et ça, c'est quand même... Franchement, c'est honteux, en fait, pour moi. On s'attend à ce que... Oh, c'est une nouvelle carte graphique. On passe d'une RTX 2000 à une RTX 3000. On s'attend à ce qu'il y ait un gain de performance. Et là, il n'y a rien. Et en plus, c'est encore plus honteux parce qu'il y a une version 12 Go qui est plus puissante. Et maintenant, vous avez une version 8 Go qui est moins puissante. Ça porte à confusion pour le consommateur. Il y a des gens qui vont acheter cette 3060 et qui vont croire qu'ils ont une 3060. Alors qu'en fait, non. Ils ont une 2060 en quelque sorte. C'est vraiment ça en plus. Donc ouais, franchement honteux.
De tous les trucs, genre, les gens se plaignent que, oh, ils sortent la 4090 à autant d'euros. Le truc, oui, c'est franchement honteux qu'ils sortent une carte graphique à un tel prix. Mais le truc, c'est que la plupart des gens ne vont pas forcément l'acheter. De toute façon, ça reste une carte graphique ultra haut de gamme, hein, même s'ils ont fait beaucoup plus de ventes que je ne le pensais. Moi, le vrai truc honteux, c'est ce qui se passe au milieu de gamme. Le milieu de gamme n'a pas progressé depuis des années. Si vous avez encore une RX 5700 de chez AMD, une 5700 XT, vous êtes encore bon. Et cette carte graphique, au plus bas, il me semble qu'elle avait coûté, quand elle était encore vraiment considérée comme neuve, elle était à 300-350 euros. Si vous l'avez acheté à ce prix-là, à l'heure actuelle, même avec la diminution de prix, les cartes graphiques que vous pouvez acheter pour le même prix ne sont pas plus puissantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ironie de la chose. Et ça aussi, AMD y a participé en partie, même si ils font plus d'efforts, surtout ces derniers temps. Vous pouvez avoir par exemple des 6500 XT pour 350 euros sur Amazon. Elles sont clairement plus puissantes qu'une 3072 Go qui est vendue encore pratiquement 500 euros. Mais yep. Il y a quand même un problème chez tout le monde, en fait. J'ai l'impression que personne ne fait d'efforts et le marché milieu de gamme, il est le même depuis 5 ans, en fait. Le ultra haut de gamme, oh, plein de mouvements, hein. Plein de cartes graphiques qui sont sorties, plein de révolutions, milieu de gamme. Mais, franchement, si vous avez acheté, encore une fois, une 5700 XT, il y a des années, vous êtes encore bon. Vous n'avez pas besoin de la changer. Franchement, gardez-la. Vous avez une RTX 2060, encore bonne, en fait. Vous avez, je sais pas moi, une bonne vieille GTX 1080, encore très bonne, ne la changez pas. Ensuite, justement, en parlant de marché milieu de gamme qui devient un peu plus n'importe quoi, nous avions évidemment Nvidia qui avait essayé de sortir une RTX 4080 12 Go et qui était selon moi la pire chose qu'ils avaient annoncé pour les RTX 4000 parce que du coup, vous aviez une 16 Go, une 12 Go qui avaient des specs totalement différentes. Évidemment, les gens s'étaient plaints, ils étaient revenus en arrière et du coup, maintenant, nous allons avoir une RTX 4070 Ti, c'est confirmé, elle sera lancée apparemment le 5 janvier. Et donc, elle a exactement les mêmes specs que la 4092 Go. C'est-à-dire des specs qui ne devraient pas être associés à une 4080. Parce que c'était juste n'importe quoi. C'était même pas le même GPU, pour information. Vous voyez que là, pour la 4080, c'est un AD103. La 4070 Ti, qui utilise du coup le même GPU, a une puce AD104. Donc c'est vraiment au point même, c'est même pas une version légèrement castrée du GPU, c'est une version totalement différente. Bon, techniquement, cette version totalement différente est quand même une version castrée, mais bon, bref. Dans tous les cas, cette carte graphique, comme vous pouvez voir, elle a les mêmes specs, donc 7680 coups d'accord, 12 Go de GDDR6X, un bus mémoire de 192 bits, c'est un peu réduit ça. Elle a quand même de la mémoire rapide qui devrait compenser à 21 Gbps, et du coup, ça vous donne une bande passante de 504 Go à la seconde normalement, et un TDP de 285 watts. Après, le TDP de la 480, notamment 4080, est indiqué à 320 watts, mais dans mes tests, elle était à moins 320 watts. Donc je pense que cette carte-là va plutôt être au niveau de 400. 400. Peut-être, si vous voulez voir cloquer. 250 watts. Mais bon, le truc qu'on se demande le plus, c'est le prix. Le prix n'a pas été annoncé pour le moment parce que c'est plus une 4080. Donc en toute logique, il devrait être moins cher. Peut-être. On verra bien. Mais ce sera certainement trop cher parce que forcément, si la 4080 coûte même 1200 $ aux États-Unis et plus de 1400 € en Europe pour les modèles de base, on parle même pas des modèles haut de gamme, cette 4070 Ti va coûter 900 $. Donc certainement 1000 €. Imaginez un monde où il n'y a pas de problème de production de GPU et une 4070, même si c'est une version TI, coûte plus de 1000 €. Genre, si vous auriez montré ça à quelqu'un quand les RTX 3000 étaient sortis, vous aurez jamais cru, franchement. Surtout avec le fait qu'avec les RTX 3000, Nvidia avait fait des efforts pour rebaisser les prix et retourner à un niveau normal. Et là, on flippe dans l'autre sens. Et encore une fois, le problème avec ça que j'ai, c'est que la 4070 Ti, beaucoup moins puissante qu'une 4080, qui est beaucoup moins puissante qu'une 4090. Et du coup, vous avez cet effet vraiment de réduction de performance. C'est ultra haut de gamme, très puissant. Et puis plus on diminue, plus le gain de performance par rapport à l'ancienne génération est petit en fait. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas que quand on en arrive à la 4060, franchement, elle va sortir à un prix la 4060 que
toutes les cartes graphiques que vous pouvez même acheter à l'heure actuelle sont aussi puissantes, voire même plus puissantes. Ça m'étonnerait même pas, donc. Yep. J'espère qu'AMD va faire mieux à ce niveau-là. Mais après, du coup, ne vous inquiétez pas. Nvidia nous gracie d'une réduction de prix en Europe. Oui, parce que le prix en Europe était plutôt élevé, donc ils ont réduit le prix de 5%. Du coup, maintenant, les cartes graphiques Nvidia RTX 4000 passent de très très cher à très très cher, mais un petit peu moins. Et donc maintenant, vous pouvez acheter la 4080 sur le site d'Nvidia pour 1399 €. On est passé sous la barre des 1400 €, ce qui est vraiment beaucoup plus abordable. Je suis plein d'ironie à l'heure actuelle. S'il y en a qui n'ont pas compris, je ne suis pas en mode « Oh, Nvidia a fait des efforts ». Non, c'est une blague. 5%, c'est rien du tout. La 4090, 1859 €. Et je vous rappelle que d'ici quelques jours, nous devrions avoir, ma montre n'est même pas activée, nous devrions avoir les RX 7000 qui vont arriver. Et du coup, Nvidia est juste en mode 5% en moins. Ce qui m'étonne assez bien, parce que de ce qu'on a vu des RX 7000, même dans le pire des cas, elles vont mettre la raclée à une 4080 pour le prix. Donc ça m'étonne qu'Nvidia soit en mode mais pas besoin de faire plus de réduction. Surtout que les 4080 ont du mal à se vendre, surtout celles qui sont haut de gamme, parce que en fait, vous avez des 4080 à l'heure actuelle qui coûtent le même prix qu'une 4090 Founder Edition. Et du coup, qui prendrait une carte pareille? Genre, qui prendrait une 4080 haut de gamme? Ça a toujours été le problème avec justement le marché des cartes graphiques, c'est vous avez toujours des versions haut de gamme d'un GPU, genre, oh, vous avez une version haut de gamme de la 1080. Et au final, ces versions haut de gamme étaient au même prix qu'une 1080 Ti. Et du coup, les gens étaient en mode, bah, je vais juste prendre une 1080 Ti de base. Même si elle est moins bien refroidie et tout ça, elle est plus puissante en fait. Il n'y a aucun intérêt. Et ça continue d'arriver. Je sais pas pourquoi les constructeurs continuent de faire ça, parce que c'est juste... Vous savez très bien que ça va pas se vendre. Personne n'est assez stupide pour dire « Oh, une 4080 ultra haut de gamme bien refroidie là, c'est une Strix ou une Supreme X ou une Gigabyte Extreme. Oh, elle est seulement à 1800 €. Je vais totalement l'acheter. » Et puis à côté de ça, vous avez la 4090. Bon, ces personnes-là ne devraient pas acheter une de ces cartes graphiques et devraient attendre la RX 7000. Mais quand même s'ils décident de l'acheter, il y a la 4090. Donc c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ensuite, nous avons des news au niveau processeur avec le fait que les Ryzen 7000 non X ont une date de lancement qui serait le 10 janvier pour information. Et ce serait suivi, ou plutôt précédé, d'une présentation lors du CES 2023 qui sera le 4 janvier. Et donc, on aura la présentation le 4 janvier et puis le 10 janvier, la sortie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Nous avons aussi une news en parallèle que je traite en même temps, et c'est les Ryzen 7000 X3D qui seraient eux aussi annoncés lors du CES 2023 et qui arriveraient genre très vite. Ben apparemment en janvier 2023 aussi. Et ça, j'étais le plus étonné avec ça. Après, en vrai, c'est pas forcément étonnant. Le truc, c'est qu'actuellement, AMD n'a pas forcément un avantage par rapport à Intel. Ils ont un avantage de consommation, si vous êtes prêt à optimiser les processeurs et tout ça aussi. Mais en termes de prix, ils n'ont pas d'avantage. Et en termes de performance, pas vraiment d'avantage. Surtout au milieu de gamme avec le 7600X qui, lui, se fait défoncer par le Core i5. Du coup, c'est certainement dû à ça que AMD est en mode « Oh, il faut qu'on accélère nos plans de sortie des Ryzen 7000 X3D ou sinon on va se faire défoncer par Intel. » Donc, ces processeurs arriveraient en janvier. Et là, autre nouveauté aussi, c'est qu'on n'aurait pas juste un modèle Weaker, on aurait aussi un modèle 16-12 Weaker, et c'est tout. Même pas de modèle Seeker, ça c'est un petit peu dommage je trouve. Et donc ces processeurs, je vous rappelle, seraient toujours... Ce seraient des Ryzen 7000 classiques, mais c'est juste qu'ils auraient un cache mémoire assez important. Et du coup, ce cache 3D serait de 192 mégas, voilà, ils l'ont mis ici. Et c'est très important pour les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo profitent énormément d'un cache plus important. Ça se voit d'ailleurs, Intel... Il y avait une vidéo qui avait été faite très intéressante, il me semble que c'était Hardware Unbox qui l'avait fait. Ils avaient regardé que, en fait, l'augmentation de performance chez Intel pendant qu'ils n'avaient pas de concurrence de la part d'AMD était surtout due au fait qu'ils augmentaient le cache. Genre, à chaque fois qu'ils augmentaient le cache, il y avait une augmentation de performance. Alors, après, évidemment, ils ont peut-être augmenté le cache en même temps que changer d'autres trucs derrière. Mais en général, yep. Et ça se voit de toute façon avec le 5800X 3D. C'est un 5800X. Il n'y a aucune différence avec lui, à part le fait qu'il a un cache 3D. Et le 5800X 3D, dans certains cas, est
le meilleur processeur en gaming qui existe encore à l'heure actuelle. Dans certains cas, il dépasse même le Core i9 13900K ou KF. Donc, imaginez un Ryzen 7000 avec le même cache. Ça va être génial. Dans certains jeux, vous allez voir zéro différence. Dans d'autres jeux, par contre, vous allez voir une énorme différence. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le 7700X, apparemment X3D, aurait seulement un cache de 96 mégas, par contre. Pas le plus problématique, je suppose. Après, ah oui, le 7700X, normalement, un cache de 40 mégas, mais il a 2 fois moins de cœur. Donc, il aurait, du coup, avec ce cache 3D, un peu plus de cache qu'un 7950X. Mais avec moins de cœur, évidemment. Et ils n'ont pas mis le 5800X 3D, mais il me semble qu'il était à 120 et des mégas de cache 3D, peut-être. Il me semble. Mais bon. Et les fréquences, normalement, resteront les mêmes et tout ça. Donc, ça semble assez logique. La question que je me pose, par contre, c'est est-ce qu'on pourra les overclocker? Parce que le 5800X 3D, on ne pouvait pas l'overclocker à cause de ce cache. Donc, est-ce qu'on pourra ici avec les Ryzen 7000? Peut-être, peut-être pas. Ensuite, on a une news au niveau de la GDDR7 qui devra arriver normalement assez vite. Parce que déjà, la GDDR6 monte ses limites et la GDDR6X n'améliore pas énormément cette limite. On peut être jusqu'à du 23 Gbps pour information pour une puce GDDR6X. Ici, la GDDR7 commencerait à 36 Gbps. Et c'est le début. Il y aurait d'autres puces qui arriveraient plus tard qui seraient un peu plus rapides. Tout comme la GDDR6X à ses débuts. Donc là, ça vous donnerait sur un bus, par exemple, de 256 bits, une bande passante de 1152 gigas à la seconde, ce qui est plus qu'une 4090 qui est un bus de 384 bits. Et sur un bus de 384 bits, justement, vous auriez jusqu'à 1728 gigas à la seconde. Donc ça permettrait de tout simplement faire les GPU de demain. Donc même si vous n'avez pas forcément un bus mémoire très large, avec une RAM beaucoup plus rapide, ça compenserait. Et c'est ça aussi que les gens, des fois, ne se rendent pas compte, c'est que la largeur de bus est importante dans un GPU, mais c'est pas ce qui fait tout. C'est vraiment la bande passante mémoire totale à la fin qui est le plus important. Et là, du coup, ça permettra de faire des GPU avec une interface mémoire, un bus mémoire un peu plus petit. Du coup, des GPU normalement plus compacts, certainement, mais qui restent toujours très puissants en termes de bande passante mémoire. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, aussi, certainement, la GDDR7 aura une meilleure efficacité énergétique, tout comme la GDDR6, quand elle est sortie, avait par rapport à la GDDR5. Donc ouais, j'ai hâte de voir. Apparemment aussi, on devra avoir une quantité de RAM plus importante par puce. Donc ça va être certainement 2 Go par puce par défaut, alors que la GDDR6, je vous rappelle au début, c'était 1 Go, puis ils sont seulement passés récemment à 2 Go par puce, ce qui a permis de faire la 3072 Go par exemple. Ou même les cartes graphiques AMD utilisent des puces de 2 Go afin d'avoir plus de justement de puces mémoire, enfin plutôt plus de capacité mémoire, voilà, sans avoir par exemple des puces de l'autre côté de la carte graphique, comme l'avait fait Nvidia avec la 3090 où il y avait des puces de chaque côté du PCB de la carte graphique. Alors que la 4090, il faut le savoir, n'a que des puces mémoire d'un côté, parce que c'est des puces de 2 Go. Et enfin, petite dernière news, c'est le fait que oui, Intel Raptor Lake Mobile arrive bien au CES 2023, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais vous avez aussi d'autres versions desktop, donc c'est-à-dire des puces non K en fait. Donc notamment un 13500 ou un i5 13500 ou un i5 13400 qui personnellement m'intéresse énormément parce qu'on l'a vu avec le 13600K, il y a des bonnes performances. Donc imaginez une version encore moins chère, bon avec moins de cœur techniquement, mais une version moins chère, moi ça m'intéresse, donc j'ai hâte de voir ça. Alors les annonces c'est un peu n'importe quoi. Donc on aurait les versions mobiles 3 janvier, ok. Ensuite, nous avons Raptor Lake P, donc ça c'est pour les Ultrabooks. Ce serait du coup annoncé le 3 janvier, avec une sortie le 29 janvier. Et la release aussi des trucs mobiles, ce serait déjà le 3 janvier. Donc les versions non P, donc les versions pour ordinateur de jeu par exemple. Ensuite, nous avons Raptor Lake, version U. Donc là, encore plus mobile. Oh, en réalité, c'est à peu près la même chose que les versions P. Le TDP est similaire en réalité. Version P sont encore plus optimisées. Version U, c'est genre jusqu'à 28 watts. Version P, il me semble, c'est seulement 15 watts. Donc là, ce serait encore une fois 3 janvier avec une sortie de 3 janvier. Ok. C'est compliqué tout ça. Raptor Lake S, donc les versions non K, ce serait le 3 janvier. L'annonce, mais pas de sortie. Ensuite, nous avons Alder Lake N. Je ne sais pas ce que c'est. Le 3 janvier.
Et puis nous avons les nouvelles cartes mères en B760. Ça va mettre plus de pression au niveau d'AMD. Qui sortirait aussi du coup le 3 janvier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis finalement, tout ce qui est Workstation qui arriverait le 3 janvier avec une sortie le 23 mars. Ok, ça c'est un peu bizarre. Et puis au niveau data center, vous avez les nouveaux Xeon. Et puis voilà. Bon, les Xeon, je pense, ça intéresse moins de gens. D'autres trucs qui m'intéressent. B760. Ça, c'est très intéressant. Carte mère moins chère, qui supporte pleinement les nouveaux processeurs. Et puis évidemment, les versions non X de ces processeurs. Et là, ça devrait être très intéressant. Donc, hâte de voir ça. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte. Ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain texte à Macho et je vous dis ciao ciao.